Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais lancer un peu des thématiques comme ça, un peu comme ça à la volée, histoire qu'on puisse, un peu discuter. Avant, ça serait plutôt sympa que nous fassions un «tour de table» entre guillemets, histoire que les gens se présentent, qu'on se connaisse un peu tous entre nous. Donc je vais commencer. Du coup, je m'appelle Steven Klinger, j'ai 25 ans. Encore une fois, ça fait très alcoolique anonyme. Heu, je suis, plus étudiant depuis, 1 an et demi. J'ai créé, Prism en fait parce que, je suis consultant IT, dans la vie de tous les jours et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses qui me dérangeaient un peu sur, les pratiques de certaines entreprises, que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir. Des choses qui m'ont dérangé et des choses qu'on m'avait pas vraiment prévenu en fait. Je suis sorti de la fac, tout content avec mon master et je me suis pas forcément rendu compte des choses, de la vie, on va dire, des choses du travail, des choses que ça pouvait, engendrer, des erreurs que j'aurais pu faire et du coup Prism, j'ai créé Prism pour pouvoir accompagner les jeunes, pouvoir, partager un espace de communication qui soit pas un peu, teinté par, tout le bullshit corporate qu'on peut voir, sur LinkedIn ou ce genre de choses, cette surcouche pas forcément agréable, pas forcément honnête. Donc voilà, j'ai voulu créer un peu un safe place, si je puis dire. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Alors, Maxime Pisano, je vais avoir 32 ans là en décembre. Je suis dans la vraie vie, je suis chargé de communication, enfin je travaille en com et en relations publiques depuis 8 ans, principalement dans le public jusqu'à présent. Mais bon, je change un peu d'orientation puisque là je pars en free. OK, Pour une boîte pour laquelle je fais une mission pour l'instant et qui potentiellement pourrait m'embaucher en CDI top. d'ici l'année prochaine. Donc voilà, tout bien, c'est cool. Je reviens au privé qui était quand même mon secteur de base. Donc voilà, je fais ça depuis 8 ans. Et moi aussi, LinkedIn, j'ai découvert ça finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait très longtemps que j'ai un compte, mais que je commence à suivre les gens et les bullshit posts, ça fait déjà un bail. Mais par contre, forcément, ouais, en 8 ans, j'ai vu pas mal d'évolutions dans le processus de recrutement. Et c'est assez drôle, effectivement, de voir ce qui a pu changer. On en parlera après, mais voilà. Et j'habite Nancy. Voilà, je suis à côté de Nancy. Parfait. Écoute, merci Maxime. Loïc, peut-être? Oui, donc j'ai un an de plus que Maxime et actuellement je suis consultant. Alors c'est un peu particulier parce que je suis un designer d'innovation. Donc c'est-à-dire qu'on part sur un produit ou un service qui est susceptible d'être amélioré ou d'être D'accord. créé. Donc c'est un produit qui n'existe pas encore. Donc je travaille principalement pour des entreprises chinoises. Et donc pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est graphisme, ergonomie, donc interaction machine-homme, interface graphique, mais aussi ambiance et expérience client. Donc on conçoit vraiment un produit qui est susceptible de plaire à tout le monde. Et après, on lance un plan marketing. Donc D'accord. pour ma part, je suis vraiment c'est le poste n'est jamais le même. Je travaille avec plusieurs équipes, donc les entreprises m'envoient, et des fois, je suis amené à faire du recrutement en privé, parce qu'on me demande soit d'apporter un spécialiste, soit c'est à moi de le chercher pour le mettre dans l'entreprise. D'accord. Donc c'est vrai que c'est assez prenant par contre, mais c'est très enrichissant. J'imagine, ouais. Toi, Esteban, Très bien. Eh ben, écoute, merci Loïc, et puis, Esteban, maître kebabier, je te laisse, te présenter. Alors, moi, c'est Esteban Mauvais, hein, comme tout le monde le sait sur LinkedIn. Moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, bientôt 22. Mon but, ça a toujours été de fonder des trucs. L'année dernière, j'avais essayé de monter une agence web, mais on m'a enflé. Pour dire, la personne a gardé toutes les parts de société. Bon, je me suis fait avoir. Après, j'avais ouvert en auto-entrepreneur, j'avais un peu rien foutu vu que j'étais en alternance. Donc c'était la même année, hein. Du coup, vu que je m'étais fait enfler, quelques jours après, j'avais ouvert en freelance, mais voilà quoi. J'ai eu mon alternance, beaucoup d'écoles, beaucoup de travail pour les autres. Ça m'a pas plu du tout. J'ai perdu beaucoup de temps là-dedans.
Et à présent, là, j'ouvre mon entreprise qui est Monkey Company. Et là, en fait, ça va être création de sites web, d'applis mobiles, etc. Mais on ne demande pas d'argent au début, en fait. On va dire, on fait un site e-commerce contre 25% des bénéfices du site, par exemple. Ah oui. Ça permet d'investir dans les startups et de donner la chance à tout le monde d'avoir une plateforme digitale en soi. Donc ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas aux sites web et aux applis. C'est bien plus que ça. Ça peut être de la communication. Enfin, ça peut aller très loin. Mais en tout cas, ça reste toujours dans le digital. Donc aujourd'hui, je suis patron. Et mon but, ça a toujours été de créer. Et prochainement, alors bon, après j'ai fait des conférences, 2 conférences chez Google, et mon but c'est d'être un petit peu comme Jamy de C'est pas sorcier, mais de l'informatique. Voilà. Et donc il y a la chaîne YouTube et du contenu arrive très très bientôt. Donc voilà pour le tour d'horizon. Principalement dev. Ok, bah écoute, merci Esteban. Donc en fait, déjà bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette première un peu étrange. C'est quelque chose d'un peu inhabituel sur la toile, comme disent mes grands-parents. Bonsoir Steven. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inhabituel. J'ai l'impression d'être à la radio parce qu'en fait j'ai un micro à bras un peu comme à la radio en fait, et c'est très bizarre. Et du coup en fait voilà. Pourquoi le recrutement ? Parce que en fait le recrutement c'est quelque chose qui soit m'énerve, soit me fascine, selon les situations. Je parle pas des recruteurs, je parle bien du recrutement. C'est-à-dire que le recrutement en France, du moins de mon point de vue, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est aussi pour qu'on puisse échanger nos différents points de vue, est quelque chose d'assez bordélique en fait en France. Chaque boîte le fait à sa sauce, mais j'ai l'impression de manger un peu tout le temps la même sauce quand même. Voilà. Je sais pas pour vous. Mais en tout cas, pour commencer un peu ce débat sur le recrutement, j'aimerais vous poser une question, somme toute assez basique. Quel est pour vous le travail d'un recruteur ? Commence. Vas-y Loïc. Alors, le travail d'un recruteur, donc, tout dépend des objectifs qu'il a à faire et des commandes qu'il a reçues. En général, c'est souvent une demande venant d'une entreprise qui recherche un nombre de profils pour un poste avec éventuellement une date de début. Donc, le recruteur va commencer à voir s'il retrouve son profil en interne. Donc, on ne sait pas s'il travaille pour une agence ou un cabinet de recrutement ou s'il fait en freelance. Donc, il regarde dans son réseau, ça peut être des amis aussi, si il a une personne qui pourrait le correspondre. Sinon, il va faire du sourcing. Donc, il va faire du sourcing pour les job boards, donc Pôle emploi, LinkedIn, Monster et tous les CV qu'il peut retrouver. Sinon, il peut très bien aussi faire du sourcing externe à un certain collègue ou à un réseau LinkedIn de demander s'ils peuvent lui trouver un profil qui pourrait lui correspondre. Et dans ce cas-là, il reçoit des CV ou non en fonction de la réponse et aussi en fonction du poste qu'il aura à faire. Donc, la rédaction d'un poste est très très important. Non seulement il doit être concis, il doit être clair, il doit surtout avoir des informations importantes. Le lieu. C'est quoi pour toi les informations importantes ? Je sais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Les informations importantes, tu parles bien pour une offre d'emploi. Ouais, bien sûr. En fait, c'est-à-dire que pour moi, un recruteur, c'est tout ce que tu as dit et bien plus encore dans certaines situations. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, quand un recruteur va, par exemple, admettons sur LinkedIn, des offres d'emploi, on en voit tous les jours, notamment dans le secteur de l'IT, je pense qu'Esteban sera plutôt d'accord avec moi là-dessus. Comment le recruteur doit construire son offre d'emploi ? C'est-à-dire que c'est quoi pour toi les informations importantes à mettre dedans ?
Premièrement, donc je vais être un peu classique. Donc, c'est Vas-y. vrai que chaque poste demande des spécificités particulières, mais en général, d'un point de Bien vue sûr. général, il faut un profil de poste. Ensuite, Ok. les compétences. Qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien? Qu'est-ce qu'il devra faire dans le futur? Mais surtout, qu'est-ce qu'il peut développer dans son entreprise? Donc, en gros, ce seront ses missions. Ensuite, le lieu, le salaire, la date de début, parce qu'en général, peu d'entreprises la communiquent, mais en général, quand on met une date de début, voire même une date limite de candidature, ça incite justement à candidater ou non. Au moins, on ne laisse pas D'accord. le candidat dans le flou. Ouais, on est d'accord. Et surtout, une autre information qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est le type de CV qu'il doit envoyer. Et ça, peu d'entreprises donnent cette information. Donc, parce qu'en général, certains recruteurs adorent avoir des CV bien structurés, d'autres des CV graphiques, d'autres des CV type Europass, voire même un portfolio. Mais ça, peu de gens l'expliquent. Et ça, on est obligé. Et c'est un réel problème que l'on voit en France, c'est qu'on est obligé de deviner. Mais est-ce que c'est pas un peu castrateur de dire ouais, on veut un CV, mais fait sous Word? Ça castre un peu la créativité des gens ou leur façon de communiquer. Des CV, des recruteurs, ils en ont un nombre Alors, incalculable par journée. alors Faut bien pouvoir se justement, démarquer d'une manière ou d'une autre. le CV le plus efficace doit être traité pour les grosses entreprises par le biais d'un ATS, donc une Applicant Tracking System. Ouais. Que ton CV soit beau ou moche, s'il retient les mots-clés, c'est gagné. Après, s'il le fait d'une manière un peu plus traditionnelle, nous, on recommande que le CV soit tout d'abord bien structuré. Donc, Ok. lisible, qu'on puisse retrouver l'information en même temps. C'est vrai, quand on voit 500, 600, d'ailleurs, quand je fais des audits à la défense, il y a encore certains recruteurs qui le font à la main et ils se disent où se trouve l'information principale. Est-ce que c'est au début, à la fin? Et quand tu les vois zioter, tu te dis oh là là, j'ai mal à la tête, j'en ai marre, j'en fais 50 et après basta le reste, poubelle. Donc, on, pour nous, on incite aux candidats et aux recruteurs de donner une mise en page, faire un D'accord. truc tellement Ok. standardisé et tout ce qui est créatif, soit ils donnent un blog, un site internet ou vraiment un portfolio, c'est ce qu'on demande. C'est le portfolio qui va faire la différence. Donc pour toi, le CV, c'est juste la porte d'entrée. C'est pas quelque chose de forcément décisif pour un recruteur. Un CV doit tout d'abord nous ressembler, mais doit aussi adopter un format carte de visite. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on Ouais, sait mais faire? excuse-moi, je t'ai coupé, mais comment tu veux que ça nous ressemble si on nous impose comment le faire? Alors, c'est vrai qu'on ça demande un peu de créativité, mais ça demande surtout, si possible, et ça c'est assez rare, de contacter directement l'entreprise en question, voire même le recruteur. Qu'est-ce qu'il cherche au final? Et c'est le recruteur qui va te donner des informations nécessaires pour que tu puisses adapter ta demande, voire adapter ta candidature et mieux faire ce CV, voire même proposer une autre compétence qui serait plus susceptible de les convenir. Donc c'est ce qu'on appelle un CV carte de visite. Donc c'est de regrouper carrément toutes les informations essentielles de manière à ce que lui puisse avoir le déclic immédiatement, de ne pas se dire oh tiens il a fait 15 ans de trucs, qu'est-ce qu'il a fait, gna, 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 non, ce que le recruteur cherche, c'est avant tout des informations claires et de quelle manière, d'un point de vue psychologique, le candidat interagit sur LinkedIn, de quelle manière il travaille, de quelle manière aussi il est susceptible d'interagir avec ses clients. Enfin, c'est tellement de choses à la fois. Bien sûr. Le CV, c'est juste qu'une partie. Bah, Alors, après, bonsoir Rania. T'as ton micro de coupé si jamais. Rania, Euh, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir, peut-être Maxime ou Esteban? ouais, moi je voudrais réagir. Alors, je vais comparer le recrutement. Alors peut-être que ça va paraître froid, mais je vais comparer le recrutement aux réseaux sociaux et à de la recherche immobilière. Alors pourquoi? Parce que en soi, aujourd'hui, comme tu as dit Loïc, dans certains domaines, attention, on est noyé sous l'information.
on est noyé, alors moi j'ai pas ce problème, mais des entreprises, voire des organismes publics, sont noyés sous des tonnes et des tonnes de CV, comme tu as dit, 600, 700, etc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, moi j'ai envie de dire, faut être très créatif pour attirer l'attention. Faut savoir gueuler pour se faire entendre dans cette meute de loups. Et aussi, c'est ça le truc, c'est que par exemple, si tu vas sur Facebook, t'as liké, allez, peut-être 2000, 3000 pages parce que ça fait 2 ans que t'y es, et du coup, t'es noyé sous des informations poubelles, des trucs putaclic, et pour qu'un truc attire ton attention, à la première seconde, l'essentiel doit être là et l'essentiel doit t'attirer directement. C'est-à-dire que c'est attention, ce singe va brûler une maison ou une connerie qui va te choquer, un truc qui va te toucher personnellement. Et le recrutement, je trouve que c'est pareil. C'est que tu dois absolument, peu importe le format, trouver la chose qui attire. Et comme tu as mis en lumière aussi Loïc, les compétences. Faut mettre absolument les premiers mots-clés en lumière en fait. Faut absolument mettre ça en avant et mettre les informations complémentaires à côté. Et pourquoi j'ai parlé d'agence immobilière pour une simple et bonne raison, c'est que ça va être froid comme truc, mais une entreprise va considérer le recruteur comme Stéphane Plaza et les employés un petit peu comme des biens immobiliers. Dans le sens où tu t'en fous tu t'en fous que ton bien immobilier il soit que l'ancien propriétaire soit gentil, il soit beau, il brille et tout. Ça, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est le bien immobilier. Tu veux que ce soit un T3, qui ait 2 salles de bain, qui ait un balcon, qui ait une hotte pour la cuisine. Et en fait, un CV, c'est clairement ça. Un CV, c'est clairement ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et en fait, le premier problème aujourd'hui, c'est qu'on est noyé sous information parce qu'on est une masse complètement énorme. Oui, c'est exactement. D'ailleurs, on a une autre problématique qui incite les recruteurs à utiliser d'autres méthodes de recrutement, c'est que nous sommes, 95% des personnes qui postulent à un poste, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le design, que ce soit dans le marketing, ça ressemble. C'est exactement la même chose. Les seuls facteurs différents, c'est l'année d'expérience, c'est l'entreprise, c'est le résultat. C'est tout ce qui change. Donc, quand je parlais que les entreprises sont plus enclines à créer de nouvelles méthodes de recrutement, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sessions de recrutement en direct, c'est-à-dire qu'on se rend directement dans un espace, un hôtel, un centre commercial ou un aéroport, pour remettre directement les CV aux recruteurs. Donc, ils seront là, ils seront présents et la session de recrutement aura lieu maintenant. Ouais, ça m'est arrivé d'en participer à ce genre d'événement. C'est vrai que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Et nous, quand on est allé à Zurich, aller à la rencontre de Suisses, donc Suissaires, eux, pour combler le manque de stewards qu'ils avaient, ils ont fait 2 sessions de recrutement, une à Zurich pour les germanophones et une à Genève pour les francophones. Il leur manquait 150 stewards. Les 150, ils les ont trouvés. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a eu la volonté de les former. Elle a eu la volonté de prendre directement et sans hésitation les meilleurs profils qui se sont présentés ces jours-là. Contrairement à Air France, qui eux vont demander à avoir un CCA, donc qui a une certification pour devenir personnel navigant commercial, donc devenir steward.
et aussi d'obtenir un TOEIC, un autre diplôme, et ensuite 5 ans Ok. d'expérience, ainsi de suite. Chez Air France, c'était un bide, puisqu'ils ont été trop exigeants. Suisse, ils ont parfaitement réussi. Ok. Je crois que Loïc, d'ailleurs, je le dis comme ça, je crois que ton micro coupe de temps à autre. Il manque des mots des fois à tes phrases. Ouais. Donc voilà, juste. Ouais, ok. Maxime, tu veux rajouter quelque chose? Sur ce que c'est que le métier de recruteur aujourd'hui, il y a effectivement quand même une évolution. Alors pas simplement sur la forme, c'est-à-dire avec l'arrivée du web social, etc. Parce que effectivement ça a beaucoup changé la donne, C'est sûr. mais aussi même dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire que initialement il était beaucoup question de compétences. Puisque en gros pour faire simple, on était à une époque où on était sur des métiers assez traditionnels qui nécessitaient des compétences soit intellectuelles soit manuelles, et ça se résume à peu près à ça. Aujourd'hui, avec tout le domaine de l'IT, tout ce qui est tech, etc., on, on a multiplié en fait les compétences possibles, etc. Et donc ce qui fait que le recruteur doit souvent être aussi, alors pas un expert du secteur, mais en tout cas en avoir une excellente connaissance, et c'est parfois ce qui pêche chez certains. Et je pense que les développeurs qu'on peut connaître chacun ont déjà vu ce genre de truc où en gros on va demander à une personne, enfin on va chercher très clairement des développeurs PHP, Ouais. et en fait on contacte un mec en MP sur LinkedIn pour venir le chercher, alors qu'en fait il développe pas du tout sur ça, quoi. Oui, ça Voilà. c'est une toute la base. Hein. C'est le classique, et en com C'est pour classique. moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros on vient me voir des fois en me disant oui en fait je viens vous voir parce que je voudrais monter tel événement. Oui, alors ok, mais l'événementiel c'est une partie de la com qui nécessite des compétences bien précises, quoi. Hein. Je sais en faire, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Je suis plus je suis plus sur d'autres choses, community management, etc. Donc D'accord. mais bon, voilà. Le gros problème, en fait, c'est que la fiche des métiers, on va dire, que pouvait avoir un recruteur, ou alors également les conseillers d'orientation qu'on a connus, nous, à l'époque, en fait, ces fiches-là, elles existent quasiment plus, parce qu'on invente quasiment un métier par semaine, parce qu'on a des nouveaux besoins à peu près tous les mois, que voilà, on invente à chaque fois des nouveaux trucs, des nouveaux besoins, etc. Donc, ce qui fait que le recruteur a un truc qui a beaucoup plus évolué par rapport à auparavant, c'est le côté veille en fait sur les métiers. Et le problème, c'est que souvent, on va en arriver plus, histoire de cacher un petit peu la misère, à des entretiens qui vont être plus axés sur la personnalité du candidat que sur ses compétences en elles-mêmes. Donc, ce qui fait qu'on peut recruter un type, ou une nana d'ailleurs, parfaitement incompétent, mais avec qui le feeling aura été plutôt bon en entretien, parce que on va rechercher tel type de profil qui s'accorde bien avec les autres employés, parce que c'est une composante qui existait beaucoup moins auparavant. Hein. Clairement, ouais. On cherchait clairement des compétences, maintenant on cherche également des gens avec qui le feeling sera bon, parce que c'est aussi un besoin un besoin des employés, quoi. Clairement, aujourd'hui, on cherche à bien s'entendre avec ses collègues, avec son boss, à rester un petit paquet d'années quand on peut le faire, etc. Alors qu'avant, on s'en foutait, quoi. En gros, si les collègues nous faisaient chier, on se barrait parce qu'il n'y avait pas autant de chômage, et puis qu'on pouvait se barrer comme on voulait, quoi. Donc là, voilà, il y a ça qui a changé côté recruteur, c'est que il a un peu 40 000 casquettes, c'est-à-dire il doit bien connaître les secteurs, il doit avoir pas mal de psychologie, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la part des recruteurs d'ailleurs, mais voilà, il doit vraiment avoir beaucoup de fonctions. Et c'est pas forcément évident pour certains. Moi, je vois le décalage des fois, on en parlera plus tard, je pense, mais entre certains recruteurs de notre génération, globalement, très à l'aise dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans tout ce qui est connaissance des secteurs, etc. Et d'autres qu'on a sans doute croisés sur notre chemin, qui comprennent, mais que dalle à ce qu'on fait, c'est-à-dire qui ne savent vraiment pas ce que sont nos métiers, ce que sont nos compétences, etc. et qui n'arrivent pas à les valoriser, quoi. D'accord. Bah, écoute, justement, ça tombe bien parce que ça rebondit. Je vais pas rebondir sur tes propos pour la deuxième question. Parce que on parle souvent de recruteurs dans le recrutement, mais on oublie aussi bien souvent le candidat. Oui. Et justement, non, parce que bon, je suis le premier à taper un peu sur les recruteurs, parce que je ne suis moi-même pas recruteur, mais c'est vrai que d'être passé un peu de l'autre côté de temps à autre, Oui. m'a fait réaliser aussi que être recruteur, de toute façon, c'est clair que c'est pas évident, qu'il y a plein de responsabilités, beaucoup de choses à faire.
peut-être beaucoup trop de choses à faire, peut-être aussi, on y reviendra plus Ouais. tard, mais un environnement qui t'empêche de faire des choses. Mais justement, le candidat, et je parle du candidat, on va dire lambda d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, dans notre tranche d'âge, dans les 35 ans, on va dire dans les 20-30 ans en tout cas. Il s'avère que est-ce que le recrutement, est-ce que le processus de recrutement est bien perçu aujourd'hui par le candidat? C'est pas évident, j'entends bien, parce que c'est une question que je me pose parce que j'ai fait, voilà, dans mon expérience professionnelle, je n'ai fait que, entre guillemets, 3 entreprises pour le moment. Et voilà, je travaille dans l'IT, donc le recrutement en IT, c'est quelque chose, voilà, Oui. il y a des gros besoins. Il y a des gros besoins de consultants, de développeurs, d'énormément Après, de choses. Est-ce que je peux y répondre à peu près à la question? oui. Bah oui, bien sûr. Déjà, il y a un truc. Bon, je vais un petit peu rebondir sur le truc d'avant, mais c'est pour bien parler du truc d'après. Alors, Vas-y. moi, il y a un an, il y avait à peu près 10 à 20 recruteurs qui venaient me contacter par jour, tout D'accord. l'été. Moi, ça me gonflait et j'en ai parlé sur LinkedIn en disant ça n'arrête pas, pourquoi c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, pourquoi les recruteurs demandent des moutons à 5 pattes alors que ça a le même goût à la fin quand tu fais un kebab. Voilà. Le truc, c'est que les recruteurs ont vraiment le cul entre deux chaises, je trouve. C'est-à-dire, d'un côté, l'entreprise qui est avant-gardiste, qui va demander des diplômes, des compétences à tout va, parce que faut remplir les cases et que au lieu de recruter 2 emplois, on va en recruter qu'un seul. Développeur full stack, DevOps et tout ce genre de bullshit. Je trouve personnellement que c'est juste des métiers fourre-tout quelque part. Après, moi, je me plais bien en tant que full stack, par exemple. Hein. Je kiffe faire du back et du front parce que si j'en fais qu'un seul dans la journée, je me fais chier, clairement. Ouais, je comprends ça. Ouais. Je suis un peu pareil que toi là-dessus. J'aime bien toucher à plein de choses. Ah, voilà. Pas m'enfermer dans une case, en fait. Exactement. Donc, on est d'accord. Après, c'est des choses qui correspondent. Mais aujourd'hui, tu as des demandes d'entreprise où tu vas avoir du fourre-tout. Le recruteur, il va dire je vais demander ça. Ça fait que tu as beaucoup de postes de développeurs qui se foutent de la gueule ouvertement des recruteurs en marquant cherche développeur CSS3 20 ans d'expérience. Ouais. J'ai vu ça, oui. Ah si, j'en ai vu passer un aussi, ça, il y a pas longtemps. Évidemment, ça c'est arrivé. Évidemment, des choses comme ça sont arrivées, mais faut pas oublier un truc. Le recruteur, il va recruter dans la menuiserie, dans l'informatique, dans l'horticulture. Il n'a pas le temps de regarder des détails comme ça, d'une, et de deux, cette problématique. On l'a réglé avec une solution qui est moyennement une solution, c'est le recruteur IT. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, des recruteurs spécialisés dans l'IT, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément ailleurs. Voilà. Et je sais pas, moi je vois pas de recruteurs spécialisés mécano, alors que j'ai fait mécano. Voilà. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on avait un manque c'était il y a 5 ans qu'on avait fait un stage de RH à Dijon. C'est vrai que les spécialités manquaient. Donc, parce que soit certains secteurs industriels étaient réservés au milieu de l'intérim. Donc, ils recherchaient surtout des cas d'expérience. Donc, les recruteurs avaient plus un profil de gestion de paye ou gestion RH, c'est tout ce qu'ils avaient, mais pas de recrutement. Ou alors des commerciaux types qui allaient démarcher d'entreprise en entreprise en disant s'ils ont besoin des soudeurs, d'autres des carreleurs, d'autres des
des menuisiers. Donc, ils allaient faire un petit tour géographique et ensuite, ils allaient faire leurs offres d'emploi. Mais après, c'est vrai que des recruteurs issus du sérail, il n'y en a pas tant que ça. C'est ouais, voilà. Et je voulais rebondir sur la deuxième question. Le candidat est-il un jouet? BFM TV cherche-t-il à gratter des fonds de buzz pour gagner de l'audience? C'est les Français. Ils se posent des questions comme ça tous les jours. Non, je déconne. Non, mais en gros, le candidat, où est-ce qu'on le fout? Aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, j'ai gueulé sur LinkedIn en disant, ouais, voilà, ça avait fait 70 000 vues. Il y a des recruteurs qui sont venus me dire, bah, t'es pas content, t'iras en Russie, tu vas voir comment que ça se passe. Non, mais vulgairement, non, c'est pas vrai, mais il y a, pour vous dire, ce qu'on m'a proposé comme taf, c'était développeur full stack. On m'a proposé d'être DevOps aussi. On m'a proposé d'être consultant IT en Suisse pour HSBC avec une espèce de paye à 8 000 francs par mois. J'étais là, bon, bah. Pas beaucoup, hein. Ouais, voilà, je me suis dit, non, mais attends, 8 000 francs par mois, c'est abusé. Attends, j'ai que 20 ans, calme-toi. Prends un sneaker, c'est un Toblerone ou un Milka. mais calme-toi, me propose pas ça. Et en plus, tu vois, c'était une banque, moi, je suis très pas du tout banque, on va dire. Ouais, bah c'est un secteur assez spécial, hein, faut l'avouer. Exactement, et je leur ai demandé, est-ce que vous payez en Bitcoin? J'ai pas reçu de réponse. Malheureusement. Les pauvres recruteurs qui se font troller. Non, mais voilà, bon, j'ai été méchant avec les recruteurs, on va dire. Mais après, il y a eu, j'ai discuté avec Sandrine Duhart. Je sais pas si vous la connaissez. Ça me dit rien en tout cas. Ah, j'ai vu le nom. Sandrine Duhart, en fait, elle faisait du recrutement IT avant, et là, elle est dans l'immobilier maintenant. D'accord. Bon, c'est grâce à elle que j'ai un appart aussi. Enfin, elle m'a mis en contact avec quelqu'un, mais bon. On la remercie du coup. Exactement, elle m'a sorti de la merde. Mais en soi, Sandrine, j'ai beaucoup discuté avec elle et elle m'a expliqué justement ses problématiques d'être le cul entre deux chaises. Et le candidat là-dedans, son problème, c'est que c'est pas qu'il est mal écouté, c'est que on a tous plus ou moins des difficultés à s'exprimer, on va dire. Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas des insultes contre les développeurs, mais les développeurs ont plus ou moins des traits autistiques parce que ils veulent plus ou moins du parfait. Et le développeur, il a une personnalité assez fermée ou très ouverte, comme moi, par exemple. Mais justement, est-ce que c'est pas là le problème? C'est que là, justement, non, mais ouais, vas-y, je te laisse terminer parce que en fait, c'est juste que tu dis quelque chose qui a tendance à me faire tiquer. En fait, c'est justement, est-ce que c'est pas tous ces clichés qui sont alimentés, que ça soit franchement que ça soit dans l'IT, que ça soit dans n'importe quoi, dans n'importe quel métier. Est-ce que c'est pas ça aussi qui crée un certain clivage entre recruteurs et candidats, alors que finalement un recruteur c'est un gars comme nous, il veut juste il a juste des contraintes, il doit trouver quelqu'un pour un poste ou juste trouver quelqu'un pour son entreprise sans poste prédéfini. C'est pour ça que moi aussi j'ai été le premier à me plaindre de recevoir au début je me plaignais beaucoup, genre en mode je reçois des appels tout le temps, genre en mode ouais voilà, est-ce que tu veux venir travailler chez nous? Mais est-ce qu'on n'est pas un peu des princesses quand même? C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Est-ce que on est des gosses pour y gâter même. Là-dessus, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai voulu créer Prism. C'est parce que j'ai pris le recul un peu sur ma jeune expérience. J'ai quand même un an d'expérience professionnelle en tout, un an et demi. C'est que en fait, quand t'arrives dans le marché du travail, quand t'es un bac plus 5, on te promet mondes et merveilles. Donc tu as plus ou moins de désillusions, ça fait partie de la vie, jusque-là, bon, pas vraiment de soucis. Le truc, c'est que t'as tellement de gens qui t'appellent que tu commences à te dire, en tout cas je parle dans l'IT, parce que c'est quand même quelque chose qui est très relatif à l'IT, que tu commences à te dire, ouais, je peux un peu faire ce que je veux, tu vois. Et pour moi, justement, les gens se rendent pas compte, au moins dans l'IT, c'est un conseil que je peux donner aux gens en IT, et même aux jeunes, aux moins jeunes, tout ça,
c'est que putain, on a de la chance en fait. On est dans un contexte où il y a du chômage de partout. Et nous, on peut avoir 10, 20, 30 offres d'emploi par trimestre, tu vois. Et je dis ça, je suis gentil, des fois c'est par semaine. Et justement, quand t'es recruteur et que tu veux recruter quelqu'un, mais le problème c'est que, voilà, et ça c'est quelque chose que moi je suis très content de voir, paradoxalement, c'est que les recruteurs ne savent pas vraiment qui ils veulent recruter. Parce que de moins en moins, il y a de moins en moins de cases où on met les développeurs, par exemple. Ou qu'on met les gens. Le développement, le marketing, ce genre de métier, finalement, on peut pas dire, oui, tu vas faire ça, tu vois. Genre, tu vas faire, tu t'es développeur Java, tu feras du Java, tu vois. Moi, c'est ce qu'on m'a dit au début. J'ai fait du Java pendant longtemps, et on m'a dit, ouais, t'es développeur Java, t'as appris du Java, tu feras du Java, tu mourras avec du Java, tu vois. Bah non, tu vois ce que je veux dire. Il y a deux écoles, c'est qu'il y a le développeur dans sa cave. Il y a toujours le cliché du développeur dans sa cave qui fait du DevOps depuis qu'il a 8 ans, qui a codé Tetris 4 fois en 8 langages différents, et qui est une vraie perle pour une entreprise qui se veut technique, mais qui sait bien souvent que très peu l'exploiter. Et il y a de l'autre côté, voilà, des personnes très malléables. Ça a l'air d'être ton cas, Esteban. C'est plus ou moins mon cas aussi, qui veut justement un peu plus que entre guillemets le simple travail de développeur ou voilà de marketeur, de commerçant, ce genre de choses. Et c'est quelque chose de c'est je trouve, selon moi, hein, la plus grosse difficulté sur le marché du travail maintenant. C'est-à-dire que notre génération, voilà, toute ma communication personnelle, je la joue sur le fait d'être un millénial. Parce que ça va avec son lot de défauts, on va dire. Ce lot de défauts qui est vachement véhiculé. Justement, je voulais en parler. Quand je parlais du développeur un peu fermé ou très ouvert, il y a ce cliché, mais malheureusement, il est vrai. Il y en a, oui, bien sûr. J'en ai vu beaucoup, en fait, et en fait, en alimentant cette espèce d'amalgame à 3 balles, là, ça bloque en fait des opportunités. C'est-à-dire que quand je dis que le développeur est fermé, quand je dis que certaines personnes n'arrivent pas à s'exprimer, ce problème se fait ressentir quand la personne est recrutée, dans le sens où entre les attentes et ce que la personne va faire, c'est-à-dire, comme tu as dit, tu fais du Java, toi tu vas faire du Java toute ta vie, tu manges Java, tu dors Java. Le problème avec ça, c'est que je pense que le candidat, le fait qu'ils ne savent pas s'exprimer comme il faut, et qu'en plus le recruteur, il ne voit pas forcément ça parce qu'il n'a pas forcément le temps de faire le suivi derrière. Ça va créer le truc de base de voir les tags sur LinkedIn. Moi, je me suis totalement foutu de la gueule de ce truc. J'ai mis compté 2 par 2. Il y a 100 personnes. Voilà. Pour te dire, est-ce que je suis un développeur à compter 2 par 2 ? C'est con, hein, mais voilà. Est-ce que on va me recruter pour cette compétence ? C'est un gros problème dans le sens où on n'est pas assez à l'écoute et on ne va pas assez s'exprimer. Il y a un réel problème d'échange. Il y a un réel parce que en fait le développeur il va chercher à satisfaire une demande. Tu vois, il va chercher, tu vois, en marquant développeur full stack sur son profil, il va chercher quand même à se faire draguer par des recruteurs. Quand je parle de drague, c'est vraiment une histoire d'approche. Hein. C'est pas voilà. Ouais, j'entends bien. Ouais. Parce que après l'enregistrement audio, il y a toujours une personne dans les commentaires qui va dire « Oh là là, ils partent dans des délires !» Oh là là, ils disent que tous les développeurs, c'est des débiles est-ce que ce serait pas un Soralien ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un Soralien, ça faut le savoir. Hein. Ça se sent, ça.
C'est écrit dans les docs, hein, faut le savoir. Non, mais enfin bref, tout ça pour vous dire que ouais, je pense il y a plutôt un réel problème d'échange parce que est-ce qu'un développeur va vouloir se livrer, dire bah voilà, moi ce que je veux c'est pas faire des sites internet, mais toujours expérimenter. Moi ma place ce serait dans un laboratoire Intel, Ouais, dans un par exemple. R&D, ouais, bien sûr. Bah oui, mais ça, Par exemple. c'est le travail du recruteur et au-delà même du recruteur, finalement. De Du l'entreprise. candidat. De l'entreprise. Oui, aussi. De faire en sorte que... En fait, bien souvent, c'est un peu pour répondre à la question que je me pose aussi, comment le processus de recrutement est perçu par le candidat, c'est que le candidat, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, encore maintenant, et quand je dis jeune, enfin, je suis jeune, hein, c'est juste que je parle plus de la génération, d'après nous, en fait, qui arrivera juste après nous. Cette fameuse génération Z dont tout le monde parle et tout le monde aime bien mettre des catégories sur la génération, chose qui me fait quand même très doucement rigoler. C'est quoi la prochaine lettre? C'est A. Ah. Très sérieusement, c'est la génération A. C'est après Je 2005. pense que c'était Alpha, donc Bah moi j'ai entendu dire que c'était génération A. Ça reprenait à 0. Mais ça c'est le sujet d'une autre conversation que je serais ravi d'avoir avec vous. Mais voilà, tout ça pour Z. dire que cette nouvelle génération, voilà, comme je disais, finalement, en veut plus, veut plein de choses, mais considère toujours le recrutement comme il était finalement il y a 10-20 ans. C'est-à-dire considéré un peu comme nos parents ou nos profs nous l'ont expliqué, en mode bah tu viens, t'es en costard cravate, tu te tiens bien. Je sais pas si vous aviez eu, mais moi je sais que dans mon enseignement, j'avais eu des vidéos où on m'expliquait comment passer un bon entretien. Ah, les fameuses. Chose que je trouve quand même très étrange, parce que c'est comme dire à quelqu'un comment bien parler à quelqu'un, tu vois. C'est quelque chose que je trouve très étrange, passer la petite enfance, mais bon, pourquoi pas. C'est parti de plein de bonne volonté, ça je ne peux pas le nier, hein, je cracherai pas dessus. Mais juste voilà, le petit truc qui m'a fatigué, c'était vraiment faites attention, le recrutement commence dès que vous êtes à l'extérieur de l'entreprise, Oui. tu vois. Genre, t'as le recruteur qui va t'épier par sa fenêtre pour voir si tu te cures le nez, tu vois. Ah non, mais c'est un témoin de Jéhovah, le mec. Voilà, il y a une grosse parano et le candidat, la plupart des candidats considèrent encore aujourd'hui le recrutement comme étant un interrogatoire. Oui. C'est-à-dire que plus qu'un réel échange, c'est-à-dire que candidat recruteur, pour moi le recrutement c'est du 50-50. Hein. C'est pas oh le recruteur il est nul. C'est une conversation, c'est deux personnes ou peut-être plusieurs. C'est un échange, c'est quelque chose. Les torts sont partagés et les réussites sont partagées. C'est-à-dire que c'est avant tout l'interfaçage entre l'entreprise et ta projection sur ce que tu as envie de faire. Je voulais Une chose parler aussi de qu'un deux recruteur articles. oublie. Pardon, Luc. Il y a une chose qu'un recruteur oublie souvent, c'est de faire un rapport à son client. Donc, quand il revoit notamment des CV évolutifs ou qui veulent travailler dans tel ou tel secteur. Ça, c'est dommage parce que la majorité des entreprises refusent. Et le recruteur craint justement le client de perdre le contrat parce que les candidats ne se voient pas travailler dans son entreprise. Et pourtant, c'est un Bien sûr. facteur important qui permet d'évoluer. Donc, c'était ma petite parenthèse. Non, mais tout à fait, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est dur, parce qu'au début, je blâmais beaucoup les recruteurs. Ça, je suis quand même content, Loïc, que tu aies fait du recrutement, comme ça donne aussi, voilà, quelque chose de pas biaisé, genre une conférence anti-recruteur, alors que le but, voilà, vraiment de ce débat, de cette conversation, voilà, c'était pas justement de lapider les recruteurs, et au contraire, c'est d'un peu les soutenir, dans le sens où les gens oublient bien trop souvent que déjà, c'est pas un métier facile. Après, mais ça aussi peut-être- que... Vas-y, Luc. Après, ça va peut-être pas plaire, mais le métier de recruteur est en phase de disparition. Oui, bah avec tout ce qui est... Enfin, vous avez vu, je pense que vous l'avez vu, mais l'intelligence artificielle qui fait passer les entretiens. Ah bah, de toute Et façon... surtout les cooptations. Bah, les cooptations, le problème, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, quasiment... pas quasiment, mais en tout cas, je sais que moi, les entreprises où je suis allé, c'est pas forcément les entreprises qui m'ont approché. C'est moi qui les ai approchés à chaque fois.
Et par curiosité, parce que leur site web, je le trouvais beau. Enfin, c'est-à-dire qu'il me faut des choses, voilà, je me renseigne pas. Faut pas croire que le candidat, quand il cherche des entreprises et qu'il a le choix, il va lire le site internet de fond en comble et se dire waouh, ils sont disruptifs, j'adore ça. Pardon ? Ouais, j'allais dire, est-ce que tu cherches une entreprise par rapport au rapport Wapalizer? Ils utilisent Drupal. Non, c'est une Je connerie, rigole, mais c'est toujours rigolo de voir, justement, par exemple, là c'est vrai qu'on se focalise très sur l'IT, mais bon, on vient un peu tous de milieux liés au numérique, et je vous en supplie, ne dites pas digital. C'est digital, voilà, c'est ça. numérique. Voilà. Le digital, c'est le doigt, monsieur. Le doigt, voilà. Je refuse qu'on me dise digital, c'est le doigt. Et je le dirai jusqu'à ma mort. C'est le doigt, le digital. C'est le tactile. Alors, si on fait du recrutement digital, monsieur, vous faites du recrutement avec le doigt. D'accord ? Ce serait drôle, ça, d'ailleurs. Ça serait très sale et sans doute illégal. Laisse des traces. Et Tu pour. Non, ouais, plus sérieusement, je voulais te parler de 2 articles que je vois tout le temps dans mon fil d'actualité. Alors, avec des titres différents, mais c'est toujours la même bouillie de contenu à l'intérieur. Alors, je vais te lire le premier titre. Allez, vas-y. Les développeurs sont-ils des enfants gâtés? Et le deuxième, je le fais de mémoire, c'est pourquoi vos talents se mettent les voiles de votre boîte bien pourrave. Voilà. Je voulais parler des 2 articles-là. Pourquoi tes talents y mettent les voiles et pourquoi les développeurs c'est des petits cons pour y gâter. Petits cons. Voilà, exactement. Le problème, c'est toujours l'offre et la demande. Bien sûr. Est-ce qu'elle est bien comprise? Est-ce que l'entreprise a bien compris que le développeur qui est en face de lui, que tu viens de recruter, est-ce que tu as bien compris que lui, ce qui l'intéresse, c'est plus prendre la tête à apprendre des trucs, mais faire du, faire du C#. Ouais, se spécialiser, quoi. Se spécialiser, rester dans son truc, avoir la même routine, ou est-ce que tu as compris que ton développeur, il a 20 balais, il est impulsif, il est à donf alors qu'il a pas bu de Red Bull, et que lui, ce qu'il veut, c'est tout apprendre? Est-ce que tu as compris que lui, il veut expérimenter des trucs? Ouais, mais le problème, c'est que là, encore une fois, je parle pour l'IT, tout dépend. Je pense que les entreprises le comprennent très bien. Après, je parle de l'IT, mais évidemment, je vais Oui, parler, ça va pour tout, bien sûr. Je vais te parler, par exemple, de mon expérience de mécanicien. Parce que j'ai fait mécano avant, j'ai réparé les voitures des poulets, même. Je sais les secrets par rapport aux plaques d'immatriculation, oh là là. Non, mais pour dire, moi, j'ai toujours été un jeune impulsif, machin, à vouloir apprendre, à être curieux. L'extension Wapalizer sur mon navigateur, c'est le meilleur exemple. Voilà. Quand j'étais dans la mécanique et que j'étais au lycée, j'étais dans les voitures, mais il y avait des mécanismes dans le camion qui me passionnaient, comme par exemple la boîte de vitesse pneumatique ou des technologies dans les motos comme les embrayages à 7 disques. Je trouvais ça super parce que il y avait moins d'usure sur les pièces, c'était plus facile pour le conducteur à utiliser. Enfin, il y avait une manœuvre beaucoup plus souple. Enfin, il y avait toujours un truc et j'aimais bien apprendre qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la voiture. Voilà. Et il y a peut-être d'autres personnes qui veulent se spécialiser dans les voitures de course, des autres personnes qui veulent se spécialiser dans les, dans l'optimisation des vidanges pour les bagnoles, de l'entretien des voitures. Et il y a toujours ce problème de est-ce qu'on a bien compris ce qu'on voulait dans la vie? Ouais. Et même nous, en tant que tel, hein, parce que moi,
j'adore faire du front et du back sur les sites web, mais aujourd'hui, je me trouve une énorme passion pour Docker, Kubernetes et tous les bordels, tout ce qui est DevOps en fait. J'adore ça. Je me pète le crâne là-dessus. Je suis en train de m'éclater sur un serveur mail. Alors que voilà, quoi, c'est pas un truc de ouf, mais moi ça m'intéresse. Ouais, je veux bien, mais comme je te dis, finalement, pour recentrer un peu par rapport aux recruteurs, c'est que ça dépend du besoin de l'entreprise. Alors Et de la justement, volonté. Je veux dire, tu vas pas chercher les mêmes choses. Un recruteur ne va pas chercher la même chose s'il recrute pour une start-up que s'il recrute pour une grande ESN. On est d'accord là-dessus. on va parler justement d'un autre moyen de recrutement aussi, c'est dans les salons. Je ne sais pas si vous faites les salons dédiés à l'innovation, comme le Vivatech ou le salon de l'auto. Si, bien sûr. Est-ce que, normalement, vous n'avez pas que des commerciaux, il y a aussi des recruteurs qui opèrent dans l'ombre. Et en général, par exemple, il y a un très bon exemple, c'est Bosch. Bosch, vous allez les voir. Vous regardez les prototypes qu'ils présentent et là, vous discutez directement avec des spécialistes et dont certains sont des recruteurs ou des chefs de projet. Et là, comme tu disais, Esteban, tu es à fond dans telle ou telle technologie ou dans tel ou tel serveur ou dans l'optimisation des vidanges. Là, ils vont se dire, tiens, c'est peut-être utile de prendre un type qui est intéressé dans ce milieu-là parce que c'est peut-être quelque chose qui va nous intéresser d'ici quelques années. Et dans ce cas, on le met dans un projet et c'est comme ça qu'il capture les talents. Ouais, c'est très intelligent. Je voulais vous parler aussi de ce que tu avais dit, Steven, par rapport au métier avant. Avant, c'est vrai, tu avais un métier, tu pouvais aller faire un crédit à la banque et avoir une baraque. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est même une grosse galère, sauf dans l'informatique où on se retrouve à l'âge d'or comme dans les années 70. Où justement tu peux te barrer de la boîte et faire un petit peu ce que tu veux. Il y a des stats, par exemple Facebook, en moyenne les employés ils restent 1 an et 2 mois, par exemple. Ouais, j'avais vu ça. Et en fait, je crois que le truc qui fait ça, c'est peut-être que l'informatique change tellement que nos goûts changent aussi avec. Et je pense que c'est vrai, c'est une façon intéressante de voir les choses. Voilà, parce que en fait, les technos, elles avancent tout le temps, et je pense que le jour où on aura des vrais, nous développeurs, tu vois, où on change tous les 2 ans de boîte, etc., on change tout le temps d'avis et de goût, je pense que ça se calmera le jour où les méthodes, les protocoles, les technologies, en fait, resteront à un certain niveau, où justement ça va stagner en fait, et justement là où ça sera beaucoup plus facile de choisir sa filière. Ouais, c'est-à-dire qu'il y aurait, finalement, c'est le fait qu'il y ait trop de choix qui incite les développeurs à être indécis et les recruteurs à vraiment avoir du mal à recruter finalement. Exactement. Si on regarde par exemple en JS, il y a combien de frameworks en JS, bien bordel ? sûr, il y en a énormément, c'est clair. Et c'est pareil, si tu regardes les programmes des écoles dans l'informatique, c'est du bêta-test, voire de l'alpha-test. C'est pas possible qu'on puisse t'apprendre des langages de programmation, qu'on puisse te dire « Allez hop, t'as tel diplôme ». C'est pas possible, il y a 2500 langages de programmation aujourd'hui. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait suivre un protocole de base et après que toi, tu puisses faire des formations spécialisées dans toi, ce que tu veux. Aujourd'hui, on est encore trop dans des cases. On n'a pas compris que aujourd'hui, c'était la souplesse qu'il fallait. Bien sûr. Mais après, pour le coup, de plus en plus d'entreprises, même de très grands groupes, assimilent ça. S'adaptent en fait justement s'adaptent aussi au profil des personnes, aux personnalités des gens. Et c'est aussi au rôle du candidat d'initier le mouvement. C'est-à-dire que tu peux pas attendre d'une entreprise qu'elle te comprenne et qu'elle s'adapte à toi si t'es le premier et que globalement ça fait 20 ans que ça tourne comme il faut. D'où le secteur bancaire,
Sur Strasbourg, il y a un grand groupe bancaire, le Crédit Mutuel, avec EID, qui est Euro Information Développement, qui est le premier, en gros, premier recruteur, la première plateforme d'IT et de dev. C'est une usine, tellement il y a de devs qui travaillent là-dedans, que ce soit des prestataires ou des internes. Et ben, là-dedans, tu vois de tout. Tu vois du très vieux en termes de management, même de recrutement, c'est-à-dire, voilà, est-ce que tu as fait du C, du C#, est-ce que tu veux en faire, est-ce que ça te dérange pas d'en faire toute ta vie, tu vois. Limite, tu vois, j'exagère, mais voilà. Comme tu peux avoir, écoute, voilà, on cherche des gens dynamiques, pas forcément des jeunes, tu vois. Jeunes et dynamiques. Non, mais voilà, ouais, oui, c'est les mots-clés, hein, on les connaît. Mais je veux dire, avant, il y avait une grosse communication autour des jeunes, voilà. Le côté millénial, il commence à partir un peu, on en parle un peu moins. Donc c'est bien. C'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que c'est bien parce qu'il faut arrêter de stigmatiser une génération pour X ou Y raison, que ce soit des personnes de 40 ans ou de 20 ans ou même de 11 ans. Mais il faut pas aussi oublier que chaque génération apporte son lot d'amélioration. Vas-y. Je vais te parler d'une expérience que j'ai eue. C'est quand j'étais à l'école 42. L'école 42, je la trouve parfaite, entre guillemets, dans le sens où elle a tout pour faire avancer le schmilblick. Elle a juste un inconvénient, c'est que t'as le droit d'y rentrer seulement si t'as entre 18 et 30 ans. Mais ce que j'ai vu déjà, c'est le mélange de cultures. C'est que moi, je me suis entendu avec tout un tas de gens là-bas. On pensait tous différemment parce qu'on venait de tous les horizons différents. On n'avait pas tous le même âge, on n'a pas tous fait les mêmes trucs dans la vie. Bien sûr. Vraiment de tout. Hein. Là, il y a un mec, il était routier. Moi, j'étais mécano. Il y avait une autre personne qui était, je sais pas, graphiste. Tu vois, c'était vraiment de tout. Et le fait d'avoir ce mélange, ça a vraiment créé des cohésions d'équipe. Et non, là, c'est pas du bullshit corporate ou je ne sais quoi. Ouais. Je dis très rarement des mots comme cohésion d'équipe, mais le truc qui était vachement intéressant là-dedans, c'est que toute cette différence, ça a fait des équipes naturellement, et là-dedans, il n'y avait pas besoin d'algorithme, il n'y avait pas besoin de CV, et pourtant, il y avait des teams de choc. C'est-à-dire que là, tu avais du recrutement sans recruteur, tu avais vraiment des groupes sans avoir besoin d'un leader, tu avais vraiment... moi, je trouve que 42, là, c'était vraiment l'endroit tellement neutre, tellement vide de toute personnalité, que ça a vraiment créé des projets, en fait. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu as des startups qui se créent grâce à 42, la station F, pareil. Je ne suis pas du tout un fanboy de tout ça, hein. Je dis même beaucoup de mal de 42, mais voilà, pour dire que l'endroit est tellement neutre que ça crée des trucs de choc. Mais justement, est-ce que d'ailleurs, c'est vers là que les entreprises se tournent finalement, vers un écosystème, un espace où on va de moins en moins brider les gens, quel que soit le métier. Hein. Après, c'est sûr qu'il y a les contraintes liées au métier. Là, dans ce cas-là, par exemple, on peut pas difficilement parler de télétravail pour un garagiste. J'entends bien. C'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, le télétravail aussi, c'est quelque chose qui a émergé. Les recruteurs le mettent maintenant en avant, alors que c'était quelque chose de très tabou avant. Genre, il travaille à la maison, il fait rien, tu vois. C'est quelque chose de très Totalement. tabou. Alors que maintenant, il y a des entreprises, voilà, qui démocratisent un peu ça. Je sais que moi, là, par exemple, aujourd'hui, j'étais en télétravail et ça se passe très bien et je suis content de pouvoir le faire occasionnellement. Et c'est quelque chose qu'il y a 5 ans, ça n'existait quasiment pas. Et quelque chose qui, à mon avis, dans 5-10 ans, se verra dans quasiment partout. Et parce que justement, c'est un candidat, tout a commencé avec un candidat qui allait voir un recruteur et qui a dit ouais, mais viens, on fait ça. Et je pense que justement, et j'en viens un peu, je fais un peu de pub pour mon propre projet, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu voilà, qu'on se réunisse, que je crée un Discord, de lancer un peu un mouvement pour faire prendre conscience aux gens que
nombre de gens que je connais, des collègues, des anciens collègues, voilà, parfois se plaignent ou parfois ont eu des grosses déceptions en entreprise. Moi, le premier. Ouais. Et de nombre de fois, ça m'est arrivé. Et pourtant, voilà, j'essaye quand même d'amener un mouvement dans toutes les entreprises que je rencontre. C'est-à-dire de proposer quelque chose et de me dire, écoute, et pour moi, c'est à ça, c'est sur ça qu'un recruteur doit se baser. Et c'est sur ça que la plupart des recruteurs, enfin, je peux pas dire la plupart, mais que voilà, c'est quelque chose qui est en train de sortir de plus en plus de l'ombre. C'est cette volonté du recruteur et de l'entreprise, qui reste quand même deux choses un peu, voilà, c'est pas les mêmes choses, de vouloir se tourner vers une nouvelle façon de voir les choses et de laisser justement le candidat prendre la main aussi, que ça soit sur le recrutement, que ça soit sur l'initiative, pour rendre les choses un peu plus humain, en fait, un rapport un peu plus humain entre les deux. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un vrai travail des trois parties, de l'entreprise, du recruteur et du candidat. Je suis totalement d'accord avec toi. Comment dire ? Je voulais rebondir sur un truc et j'en perds mes mots. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est l'émotion. Exactement. Donc, je te laisse continuer. Je suis désolé. Ça marche. Ça arrive. C'est les aléas du direct, comme on dirait. C'est bon, je me souviens. Oh! Wow! Flash! Désolé. Alors, non, ouais, je trouve voilà, l'idée super intéressante du prisme. Et moi, je pense sincèrement que si tu as des rendez-vous hebdo et tout, bah moi, j'y participerai souvent. Parce que LinkedIn, c'est un réseau coincé du cul, j'ai envie de te dire. Même si ça s'est pas mal décoincé et que ça commence. Par exemple, quand je fais des conférences chez Google, je vais boire des canons après la conférence avec les gens, par exemple. Mais parce que c'est quelque chose qui commence. Justement, c'est les nouvelles générations qui apportent un peu cette flexibilité de pensée. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que les entreprises, les recruteurs, les candidats, tout le monde commence à se mettre un peu à la page, à se dire, bah ouais, c'est un travail, tu vois. Je veux dire, tu travailles, je dis pas. En fait, mais tu restes quand même un être humain, tu vois. Il y a le truc aussi de faut se détendre le slip qui arrive. Alors, c'est ça. C'est dit vulgairement, mais dans le sens où aujourd'hui, il n'y a plus cet avant-gardiste de regarder est-ce que tu as un master. Il n'y a plus ce truc de regarder uniquement les diplômes. Et il n'y a plus ce protocole de politesse complètement bullshit de vous voyez je ne sais quoi. T'enlèves les fringues, on est tous les mêmes. Hein. Voilà. Ouais, mais après ça, pour le coup, autant je suis entièrement d'accord avec toi et que je suis totalement à l'aise avec cette façon de faire. Moi, je tutoie le plus possible. Pas parce que j'ai envie de tutoyer et dire ah là, je te vois pas, juste parce que c'est plus naturel. Mais autant, tu vois, notre génération, c'est un peu un panzer, tu vois. Et le truc, c'est qu'il faut faire un peu attention, c'est que tu peux pas arriver au milieu d'un champ de personnes et dire maintenant on va faire comme moi je veux, tu vois. Oui, alors c'est vrai que la frontière, elle est très fine dans le sens où faut quand même garder un minimum de respect. C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que moi aujourd'hui, j'ai des clients, je fais des rendez-vous très sérieux avec qui durent 8 heures. Tu vois, par exemple, parce que là aujourd'hui, je fais un cloud B2B avec un client, tu vois. Et on peut discuter 8 heures d'affilée. On va jouer au baby-foot après. Alors, et pas le baby-foot dans l'esprit faux cul start-up jeune et dynamique. Hein. Baby-foot dans le sens, on va vous défoncer, tu vois. Dans le sens où on va s'éclater. Et dans le sens où on n'oublie pas d'être humain. Et je voulais parler d'un pote que j'avais dans ma classe quand j'étais encore en alternance. Ce gars-là, il s'appelle Geoffrey et son entreprise, à la base, il développe uniquement un truc en Angular sur des bornes. Et bref, il m'a beaucoup raconté que lui, il gère une team de gamers sur Internet
Et il gère beaucoup des guildes de Warcraft, des trucs un petit peu compliqués comme ça. Et son entreprise, en sachant ça, elle lui a dit, bah écoute, aujourd'hui, je te confie la gestion des équipes. Et je trouve ça génial d'utiliser ce genre de compétences. Mais bien sûr, mais c'est là où le recruteur se démarque, c'est que en fait, le recruteur, selon moi, se démarque par la latitude qu'on lui laisse. C'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs c'est super parce qu'en fait au final tu as répondu à la dernière question que je voulais poser parce qu'il nous reste en fait 10 minutes. Je voulais te poser voilà justement une dernière question sur un peu le recrutement. C'est justement qu'est-ce que vous avez pu voir ou même faire en tant que recruteur ou pas qui vous en fait vous a plu ou surpris agréablement, c'est-à-dire un peu les bienfaits d'un bon recrutement en fait. Est-ce que vous avez des exemples moi, par exemple, voilà, il y a des entreprises qui arrivent à recruter de manière très naturelle. Par exemple, je vais parler d'une entreprise que je connais très bien, qui s'appelle Tomorrow Jobs, qui est située à Nancy, qui est une entreprise spécialisée dans le recrutement IT. Donc, c'est un cabinet de recrutement, je dirais numérique, même si sur leur communication, c'est écrit digital. Je vous salue, messieurs, si vous lisez ça. Donc, qui est un cabinet de recrutement numérique et qui font les choses de manière très naturelle. Mais encore une fois, c'est très naturel pour nous, tu vois. C'est-à-dire que c'est très naturel pour nous et il faut pas quand même oublier, par exemple, la tranche. Enfin, déjà, chaque personne est différente, donc la communication, ça reste quelque chose de très, très au cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de dogmes, beaucoup de même de pudeur finalement, même de la part des recruteurs. De la part des candidats parce que je pense que les choses seront vraiment libérées lorsque tout le monde aura décidé enfin, tout le monde aura décidé de vouloir ça finalement. Alors moi je voulais parler qu'est-ce que j'ai trouvé de bien chez les recruteurs et qu'est-ce que j'ai trouvé de mal chez les recruteurs. Je vais le faire un petit peu avec les chasseurs. Un sketch qui s'appelle Les chasseurs des inconnus, le bon recruteur et le mauvais recruteur. Le bon recruteur, il t'envoie un message, le message il est chaleureux, il est personnalisé. Le mauvais recruteur, il t'envoie un message, c'est un gros copier-coller. C'est un énorme copier-coller qu'il a envoyé à 200 personnes. Bien sûr. Et tu sens que t'es juste dans la foule, quoi. Là, pour faire des chiffres. Voilà, c'est un chiffre. Voilà, t'es un identifiant dans sa liste. C'est tout. Mais est-ce que finalement, le fait justement, il y a deux écoles. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Moi, je déteste ça et je suis le premier à le dire. Mais est-ce que c'est de la faute du recruteur ou est-ce que c'est la faute de l'entreprise ? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise imposerait peut-être pas un peu trop des quotas de recrutement, trop d'entretiens à faire, trop de CV à mettre dans la CV Tech, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème venant de l'entreprise ? Alors justement, c'est au recruteur ou à celui qui est chargé de recrutement d'imposer ses conditions, parce que c'est quand même lui le spécialiste, enfin c'est celui qui va engager au nom de l'entreprise le nouveau ou les nouveaux collaborateurs. Donc c'est à lui d'imposer un rythme de marche, surtout si c'est un spécialiste IT, un spécialiste finance, un spécialiste banque. Le problème, c'est qu'on voit souvent la fuite des talents. Normalement, bien sûr. Pour qu'une je candidat... pas plus, Luc, ouais. Sinon j'écris. Pour qu'un candidat soit totalement réceptif à une demande de candidature, c'est 24 heures. Si on répond au-delà de 24 heures, il va se dire, est-ce que ma candidature a intéressé ? Est-ce que le job existe ? Est-ce que finalement, je ne devrais pas aller voir ailleurs ? Ouais. C'est ça le pire. Le recruteur doit donner non seulement des informations précises concernant le poste, il doit donner la main justement concernant le nombre de recrutements et toutes les informations nécessaires de manière à ce que le candidat puisse savoir, super, ça va se passer en 3 étapes, je connais les dates, je sais si ça marche ou si ça marche pas. Au moins, il est fixé. On va pas le laisser dans le flou. S'il est laissé dans le flou, la première impression que le candidat, surtout bon, va se demander, c'est est-ce que l'offre existe ? Ouais. Ça, c'est très très dangereux d'un point de vue crédibilité. Parce que si jamais le candidat ne se voit pas affublé d'une réponse positive ou négative, est-ce qu'au prochain, il va retenter sa candidature ? Pas sûr.
Ça se tient. C'est totalement vrai. Et en fait, je pense que ça vient aussi de ce côté frustration, pudeur, etc. Dans le sens où il y a pas assez de discussion, et c'est pareil quand je parlais des envies du candidat, de la demande du recruteur et des envies de l'entreprise. C'est que je pense sincèrement que les mauvais recrutements, ils sont pas de la faute d'un des trois partis. On peut pas stigmatiser une personne, on peut pas mettre un coupable. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est plutôt le protocole qui va brider les choses, dans le sens où une grosse boîte, elle va être assez stérile, elle va être assez carrée. Je sais pas si ça se dit stérile. Mais en fait, elle va être assez trop diplomate, trop polie, trop machin. Ça fait que la demande du recruteur va être trop sérieuse et le candidat, il va se foutre une pression en se disant, ça y est, c'est une grosse boîte. Si je rate mon entretien, ma réputation, elle est foutue pour les autres. Et en fait, c'est pour ça aussi que peut-être un candidat n'arrive pas à se livrer complètement à un recruteur. Ouais, parce Et, qu'il a il a une mauvaise vision de la chose finalement. voilà, en fait, c'est que dans les trois parties, il y a une mauvaise vision de la chose. Moi, les bons recrutements que j'ai vus, c'était, je vais encore relui faire de la pub, Sandrine Duarte, elle choisit ses clients en soi, dans le sens où elle a collaboré avec des entreprises, des organismes qui demandaient à recruter des gens, mais ce qu'il y avait, c'est que c'était à la cool entre guillemets, dans le sens où c'était pas, je ne pense pas que c'était tendu. Après, je ne bosse pas à sa place, hein. Mais je pense sincèrement que elle connaissait bien ses clients, qu'elle a pris le temps d'échanger bien avec, et que c'est pareil quand on a parlé, on a pris le temps de bien échanger avec. Maintenant, Sandrine, c'est une amie, tu vois. Et je pense que c'est cette frontière-là qu'il faut franchir. C'est y a du contact humain. Du coup, je pense qu'il faut forcément un petit peu, un minimum, casser la glace pour que les choses se passent bien. Un minimum, ouais. Après, sans trop abuser non plus finalement. C'est toujours Évidemment. cette balance, cet équilibre qu'il faut respecter à chaque fois. Et c'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus. Loïc, pour terminer un peu sur cette session, est-ce que tu as justement un bon souvenir de recrutement et une mauvaise pratique peut-être? Je vais parler de mon expérience donc de deux manières. La première, c'était quand j'étais chargé de recrutement en stage. Donc c'était il y a 5-6 ans. Un D'accord. bon recrutement, c'était surtout pour un pâtissier. Le monsieur en question n'avait aucun diplôme. Il était simplement venu avec son propre savoir-faire. Il était venu nous voir avec des pâtisseries faites maison. Il nous a fait goûter. Oui. Il dit, mais Bah, vous venez pour quel poste? c'est bien vu. Il dit, oh, je cherche un poste de pâtisserie à Dijon. On doit en Ça, avoir c'est deux du ou trois. portugais. Et là, le patron de la boulangerie nous a demandé qu'il le prouve. Il dit, très bien, quand? Et il t'a demandé quoi? Maintenant. Parce que Eh du coup, on ben, n'a pas entendu. le patron de la boulangerie dit, vous êtes sûr qu'il est bon? Ouais. Oui. Et toi, t'as dit ouais, bah oui, bien sûr. Bah oui, emmenez-le-moi, je vais le faire tester maintenant. Donc on l'a emmené dans notre véhicule de fonction, on l'a emmené en plein centre de Dijon, et a pu le tester. Et la seule contrainte dit oui, mais il n'a pas l'HSE. Donc hygiène sécurité dit mais vous êtes sûr qu'on le demande dans ce cas-là, vous pouvez pas le former? Ouais, bah oui. Et ben Enfin, s'il est bon, tu vois. l'entreprise l'a recruté parce que le goût et son savoir-faire ont primé sur les éléments manquants. Donc il y a Ouais. d'une part une volonté du recruteur à ne recruter que les meilleurs. Après, je vais parler d'un autre thème. Non, c'était pour Schneider Electric. C'était quelqu'un qui cherchait justement un spécialiste de l'ergonomie visuelle, mais dans l'aérien. Ils nous ont demandé est-ce qu'on ne connaîtrait pas des designers
nous demandant de concevoir un cockpit dans les années 2050. Et ben, j'ai demandé à plusieurs parents de ramener leurs enfants. Et donc, on avait donc, pour ce phénomène de recrutement, ça s'est passé dans une école maternelle. D'accord. Pourquoi? Parce que les enfants avaient cette créativité et n'étaient pas justement gênés par tout ce qui pouvait être, oui, mais c'est pas sérieux, oui, mais comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Non, ils avaient vraiment une pensée libre. Et donc, ils ont recruté les parents parce qu'ils étaient de meilleurs ambassadeurs que les profils plus techniques. Donc, il y avait une sorte de, comment dire, de mélange entre l'ambassadeur et la personne technique et l'enfant lui-même. Donc, l'enfant donnait des instructions au développeur et le parent qui essayait de mieux le comprendre. Donc, il y a eu un recrutement transversal. D'accord. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Non, Moi mais de aussi. toute façon, c'était un peu la fin d'un peu de ce podcast. Bah, écoutez, moi, ça m'a fait vachement plaisir d'échanger avec vous. Déjà, ça a permis, ça a permis qu'on se rencontre un peu en vrai, entre guillemets, de discuter un peu. C'était super sympa de pouvoir échanger là-dessus. C'est sûr que en 1 heure et quart, on a peu le temps finalement de travailler sur toute cette problématique, tout ce thème assez complexe qu'est le recrutement en France. Cependant, c'était voilà un premier essai assez concluant, c'est quelque chose qui m'a plutôt intéressé et qu'on réitérera, voilà, que je réitérerai sans doute par la suite sur Prism avec l'aide d'intéressés, tout comme Loïc. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir un peu poussé, tu m'as un peu motivé à organiser ça pour mon projet. C'est quelque chose voilà qui est plutôt positif. Surtout Donc, ton post LinkedIn qui a fait bouger. Bah, c'est vrai que mine de rien, LinkedIn, c'est un peu tout ou rien quand même sur LinkedIn. C'est un des prochains thèmes que j'aimerais bien aborder, genre LinkedIn dans sa globalité. Je pense que faudrait beaucoup plus qu'1 heure, je pense, pour échanger Là, là-dessus. c'est très intéressant, ouais. Il y a énormément de choses à dire. Faudrait se réserver voilà un bon petit temps. C'est quelque chose que j'ai idée de faire pour plus tard, peut-être même en vrai une conférence sur LinkedIn dans sa globalité, peut-être un meet-up, ce genre de choses. J'ai pas mal de projets à venir pour Prism. Oui, Luc. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée, hein, des meet-ups. C'est vrai que c'est la manière la plus facile et la plus populaire pour se rencontrer. C'est ça, et puis c'est quelque chose, encore une fois, moi je suis dans l'humain, c'est-à-dire que faut rester naturel. Je veux dire, on peut être pro, on peut faire du profit tout en étant humain, on peut apprendre des choses tout en buvant une bière. Je veux dire, il n'y a pas de cadre prédéfini pour échanger, et c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est pour ça que j'utilise Discord, et même si on était sur un chat vocal, même si voilà, il y a eu des problèmes techniques, parce que bah c'est la vie, il y a des problèmes techniques, les gens viennent, les gens partent, et c'est un peu, voilà, on est chacun chez soi. Finalement, c'est quelque chose d'assez convivial, et en tout cas, bah messieurs, je vous remercie pour cette soirée, et puis j'espère vous y revoir à la prochaine. Justement d'attirer plus de monde la prochaine fois, et surtout, je pense qu'il y a un truc qui serait pas mal, c'est que tu montes des images, que tu fasses des captures d'écran de Prism, de savoir comment on y va. Parce que des fois, c'est peut-être pour les nouveaux, c'est peut-être pas. Voilà, on n'a pas encore la confiance de Discord. Ouais, bien sûr. Non, mais j'avais déjà rédigé un article sur Discord pour un peu, parce que c'est un outil que je trouve super bien. Mais c'est vrai que d'accord, une documentation un peu plus précise sur comment utiliser Discord finalement. Est-ce que ça pourrait apporter? Bah, Écoute, je vais regarder ça de côté. Ouais. N'hésite pas à me mentionner dans les posts, comme ça je relais à ma communauté, parce que bon, pareil, il y a 14 000 personnes. Et au moins, j'espère ramener du monde, quoi, tu vois, même si je pense pas ramener 14 000 personnes, tu vois, mais même si j'arrive à en ramener une des personnes de ma communauté, ça pourrait être hyper intéressant de voir, d'avoir plein de points de vue en fait différents. Parce que je sais qu'avec ma communauté, on n'est jamais d'accord. C'est intéressant ça. Et c'est ça que j'aime bien. Je veux pas être avec des gens avec qui je suis d'accord. Je préfère parler avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Ça ramène toujours. Je suis d'accord. Ça fait avancer le schmilblick. C'est ça. Et sur ces belles paroles, je m'en vais vraiment. Et parfait. Bon podcast. Salut Esteban et salut Loïc. Steven. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci. Voilà, c'est officiellement la fin de ce premier podcast. Et
Et voilà, donc Rendu hâte, sur LinkedIn, hein. hâte de faire le prochain. On partagera bien entendu ça sur LinkedIn, mais ça, les gens le verront d'eux-mêmes. Donc, passez une bonne soirée, messieurs. Ciao. Salut!